Fidèles de Majuscule Propos, bienvenue à cette émission. Toujours encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice, mais justice en rapport avec les génocides perpétrés contre les Tutsis. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, le travail de mémoire continue, mais également le travail de justice poursuit son bonhomme de chemin. C'est vrai, on est passé par des périodes difficiles de silence, presque un vide qu'on a traversé par rapport aux actions de la justice, notamment en France, où réside un nombre important de personnes, si pas responsables du génocide perpétré contre les Tutsis, collaborateurs ou en tout cas des présumés coupables du génocide y résident. Certains, on doit dire qu'ils ont trouvé un paradis où ils sont presque intouchables, mais tout de même, si cela a pu prendre le temps que cela a pris, il s'avère que deux pas ont été franchis à ce jour par rapport au travail de la justice. C'est vrai, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, il y a eu des péripéties dans le dossier, notamment en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis, un sujet qui est resté pour les uns un tabou et pour d'autres presque quelque chose qu'on ne voulait jamais entendre parler vu la lourdeur de l'histoire de ces crimes horribles contre l'humanité. Mais les choses se sont décantées au fur et à mesure et surtout au fil des années. Et aujourd'hui, il y a de quoi se féliciter, tant bien que c'est vrai le nombre reste pas trop par rapport au dossier, par rapport justement aux responsabilités des uns et des autres, mais quand même sur le plan de la symbolique, on doit dire qu'il y a des résultats probants, mais ces résultats sont passés par un travail acharné des personnes qui se battent depuis plusieurs années pour que cela soit chose faite. Dans ces studios, nous sommes avec Maître Richard Dissagara. Souvent, il est avec nous par la magie de la technologie par Skype, que ce soit dans nos émissions ou que ce soit dans nos programmes comme le journal. Il est avec nous, mais aujourd'hui nous avons l'honneur d'être avec lui dans ses studios. Maître Richard Dissagara, bienvenue dans nos studios de Majuscule Propos. Je rappelle que vous êtes avocat en France et à Pontoise précisément, mais vous êtes avant tout, et surtout c'est en cette qualité qu'on vous invite ici, avocat de la communauté rwandaise de France. Je dois dire, c'est un travail quand même et une responsabilité au jour le jour. Oui, bonjour à Sabiti, merci pour votre invitation. C'est vrai que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être votre invité, mais souvent à travers la magie de la technologie, comme vous avez dit. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous physiquement. Et donc, merci pour votre invitation. Tout à l'heure, dans mon introduction, Maître, je disais que le génocide est perpétré contre les Tutsis. La France, en tant que pays, elle n'est pas étrangère à cette tragédie. Elle est liée à l'histoire de ce pays, malheureusement. Et si des individus qui avaient des responsabilités à l'époque, avant, pendant et même après le génocide perpétré contre les Tutsis avaient des responsabilités en France, certains noms sont revenus. Mais Maître, doit-on dire que le travail que vous faites est beaucoup ou est mieux compris aujourd'hui par la communauté française, je parle de la communauté dans l'Hexagone? Est-ce que l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis est connue mieux que les 30 ans qui viennent de se passer? Oui, indéniablement, oui. C'était un long chemin. On est venu de très loin. On peut effectivement dire aujourd'hui que l'histoire du génocide commis contre les Tutsis est mieux connue aujourd'hui par la communauté française. Mais
il faut peut-être faire une différence entre la population française et la justice française. Non, non, là, je parle bien de la communauté, de manière générale. De manière Là, générale. voilà, je vous ramène en tant que, tout de même, vous êtes avocat, mais d'abord, vous faites aussi Comme partie citoyen. de cette communauté, vous vivez avec cette communauté au jour le jour. Oui. Est-ce que les gens comprennent l'histoire du génocide de mieux en mieux. De mieux en mieux. Il fut un temps où le génocide commis contre les Tutsis en France était comme une sorte de tabou. Puisque, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les autorités françaises, certaines autorités françaises qui étaient au pouvoir à l'époque où le génocide a été commis en 1994, avaient des choses à se reprocher. Et ils faisaient comme une sorte de bloc. Ils ne voulaient pas qu'on parle trop de cette partie sombre, donc de leur histoire aussi. Hein, c'est notre histoire comme Et la leur. Mais c'est aussi leur histoire. Et donc, depuis longtemps, pendant longtemps, ils ont fait en sorte de ne pas trop en parler et de ne pas laisser les médias aborder cette partie ou alors de l'aborder de façon biaisée. Mais au fur et à mesure, les choses se sont décantées, comme vous avez dit, c'est le mot que vous avez utilisé. Il y a certaines personnes qui sont curieux, qui ont quand même voulu savoir un peu plus sur la responsabilité des autorités qu'ils avaient mis en place. Hein. C'est des autorités pour qui ils ont voté. Et donc, ils ont continué à tirer le fil petit à petit. Et il y a aussi ce que la communauté rwandaise aussi, qui est aussi présente en France, a aussi fait. Il y a des militants aussi, qui ne sont pas que des Rwandais, des militants français aussi, qui nous ont aidés dans cette tâche. Et donc, que ce soit les Français eux-mêmes qui ont voulu savoir un peu plus sur le rôle et la responsabilité des autorités qu'ils ont élues, ou que ce soit le rôle des activistes, ou alors de la communauté rwandaise aussi, des militants rwandais qui ont voulu que cette histoire ne reste pas derrière un rideau que les autorités voulaient mettre. Donc ils ont agi de telle sorte que la France, la communauté française, a de plus en plus commencer à y voir un peu plus clair. Et donc, on peut aujourd'hui dire que la communauté française est mieux informée par rapport au génocide commis contre les Tutsis, même si, effectivement, il reste beaucoup de choses à faire. Mais on a passé un cap. C'est ce que je peux dire. Oui. Il y a cette connaissance, vous l'avez dit, d'abord, ça c'est... Le génocide, c'est un crime, c'est le crime des crimes, comme vous le décrivez. Mais c'est d'abord l'être humain qui a été massacré, qui a été tué avant d'être rwandais, avant d'être tutsi. C'est d'abord des êtres humains. Forcément, ça attire une sorte d'empathie pour ceux-là qui en ont. En tout cas dans cette communauté française dont vous dites, mais est-ce que lorsqu'on observe bien, entre 1994 et le moment ou les années où la justice française a commencé à se saisir des dossiers en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis, quand même, doit-on dire, si Arusha est né et a vu le jour au lendemain du génocide, vers déjà le mois de novembre, le tribunal était déjà mis en place. Mais on doit dire qu'en France, où le pays qui était censé avoir une meilleure connaissance de l'histoire du Rwanda, de l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, et même de l'histoire de la rébellion qui était née dans les années 90, c'est-à-dire personne n'était mieux placé que la France pour comprendre ce qui s'est vraiment passé au Rwanda et dissocier les choses. Comment comprendre, maître, qu'il a pris autant de temps pour que la justice française puisse prendre à bras-le-corps, puisse se saisir des dossiers en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis? Oui. En fait, c'est lié à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Comme les autorités qui étaient au pouvoir voulaient freiner des quatre fers pour que la population donc, ne sache pas
la responsabilité des uns et des autres, ils n'ont pas donné les moyens à la justice. Ils n'ont pas donné les moyens à la justice pour que la justice puisse se saisir de son contentieux. Est-ce que cela ne nous amène pas en même temps, excusez-moi de le faire, à la question de savoir, ne dit-on pas que la justice est libre et qu'elle n'est pas, quand on est essayé un peu de séparer les organes de l'État, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a également le Parlement. D'autre côté, comment comprendre que dans un pays de démocratie, la France, qui s'est dit, en tout cas qui se veut être un modèle de modèle, la justice n'est pas les mains libres pour justement faire son travail? C'est une très bonne question que vous me posez. Et je vais vous répondre, je vais un tout petit peu faire d'histoire, parce que vous savez, en France, vous avez parlé de la justice libre, elle est libre, la justice. Mais il y a des choses... La question que je pose, c'est comme un citoyen lambda qui veut vraiment comprendre. Oui, exactement, exactement, je vous explique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais un peu d'histoire. Vous savez, lorsque ceux qui ont mis en place les institutions en France, ils ont des mots et sens, c'est ce qu'on dit en français. En France, il y a l'autorité, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, mais la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité judiciaire qui est placée sous le contrôle du président de la République. C'est le président de la République qui garantit l'indépendance de la justice. Et donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir. Et c'est le président de la République qui garantit, qui va garantir, d'après la Constitution française, c'est le président de la République qui va garantir l'indépendance de la justice. Et donc, en quelque sorte, même si la justice... Ça fait de lui, comme on dit, de facto, ça fait de lui le magistrat suprême? Oui, effectivement. Doit-on comprendre ça? Si on doit dire les choses dans leur mot, exactement. Le chef de l'exécutif devient le magistrat suprême. C'est même le terme qu'on utilise, le président de la République, et c'est la magistrature suprême. En fait, accéder à la présidence, c'est accéder à la magistrature suprême. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer, vous l'avez tout de suite compris. Donc voilà, et c'est pour ça. Donc pour dire que la justice, en quelque sorte, même si elle est libre, je parle de la France, elle a besoin quand même de l'exécutif. Et pour le comprendre aussi, il faut dire que le budget de la justice, c'est l'exécutif qui lui donne. Alors, il a fallu, déjà peut-être, vous allez comprendre, tout à fait concret, c'est qu'il a fallu attendre que l'on crée en France un pôle spécialisé de crimes contre l'humanité pour que nos dossiers, les dossiers qui concernent le génocide commis contre les Tutsis, puissent avancer. Et qui a créé qui a donné les moyens à ce pôle spécialisé, c'est l'exécutif. Et donc, lorsque l'exécutif va donner les moyens à la justice pour pouvoir mener à bien sa mission, la justice a pu mener à bien sa mission. Donc, je pense que ça répond à votre question. Ça a toujours été une question donc, de manque de volonté et surtout de manque de moyens que l'exécutif ne donnait pas à la justice. Et une fois que l'exécutif a donné les moyens, notamment par la création de ce pôle spécialisé en crimes contre l'humanité qui a été créé au lendemain, qui a eu les moyens au lendemain donc, de la visite du président Macron ici au Rwanda, c'est à ce moment-là où les choses ont véritablement démarré. Avant, il y avait eu des procès, effectivement, mais c'est des procès qui sont espacés, c'est des procès qui ont commencé après 2010, alors que le génocide commis contre les Tutsis, comme vous le savez, a été commis en 14 ans plus tard. Et on a commencé avec le dossier de Simbikangwa, Pascal Simbikangwa, qui était condamné à 25 ans de prison. Je peux dire que c'était un procès, hein, comme tous les autres procès, c'est le premier procès, mais c'était comme un procès test. Et il a eu lieu avant la création donc, du pôle crime contre l'humanité. Mais il a fallu attendre la création de ce pôle crime contre l'humanité et les moyens qui ont été donnés par l'exécutif pour que la justice commence vraiment à marcher véritablement, à aller, la machine se met en branle véritablement. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes peut-être, la machine est arrivée et bien rodée aujourd'hui. Et c'est ce qui donne les résultats que nous avons actuellement. La machine en marche est en marche, c'est vrai, mais on ne doit pas dire que la machine est en train d'écrabouillir ou sinon
c'est pas ce qu'on veut dire, mais il faut dire que la machine est où il est maintenant, ça tourne, mais si la machine tourne, est-ce qu'elle tourne au rythme que vous appréciez? Est-ce que cette machine est-elle adaptée à la nature des crimes que vous-même connaissez sur le plan historique et que vous-même vous connaissez en tant qu'avocat qui plaidait pour une cause? Ouais, je suis au regret, malheureusement, de dire qu'on aimerait plus. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pour vous, elle tourne au ralenti, la machine? C'est parce qu'on attend. Non, la machine ne tourne pas au ralenti. Voilà. Elle est bien rodée, elle marche bien aujourd'hui. Elle marche en plein régime, la machine. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas la vitesse qu'il faut. Il faut peut-être passer à une autre vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a attendu trop longtemps. On a attendu trop longtemps. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il a fallu attendre 14 ans. 14 ans pour le génocide pour qu'on puisse avoir le premier procès. Et c'était trop tard. Ces 14 ans perdus, on ne pourra jamais les récupérer. Pourquoi? Parce que même si on passe à la vitesse supérieure, comme nous l'appelons de nos voeux, on ne pourra pas rattraper ce temps perdu parce que, des personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans le génocide commis contre le Tutsi, c'est des personnes qui sont âgées aujourd'hui. Il y en a qui sont décédés, il y a d'autres qui vont mourir sans avoir pu être jugés. Les témoins, eux aussi, prennent de l'âge. Et il y a d'autres témoins aussi que nous perdons. Donc, ce qui veut dire que, malheureusement, quels que soient les moyens qu'on va pouvoir mettre dans cette machine pour pouvoir marcher comme il faut, mais le temps perdu, malheureusement, on ne pourra pas le récupérer. Mais, ceci étant, nous nous réjouissons de ce qui a été fait. Nous sommes contents du pas franchi et du résultat que nous avons obtenu aujourd'hui. Mais à la question de savoir si si la machine est adaptée et marche au rythme qu'il faut, malheureusement, la réponse est que malheureusement, on a perdu trop de temps et on ne pourra pas récupérer le temps perdu. Voilà, comme on dit, le temps passé ne revient jamais, mais tout de même, il y a toujours moyen de faire mieux qu'on a fait hier. Maître Richard Sagara, vous l'avez bien dit tout à l'heure, le tout premier procès est arrivé à 14 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, avec notamment Pascal Simbikangwa, capitaine de son rang militaire. Doit-on dire, est-ce que, comme premier procès, qui marquera forcément l'histoire, ce fut un procès qui a sonné comme un déclic? Est-ce que c'était important d'avoir un poisson aussi gros que lui pour débuter, pour lancer cette poursuite en justice des responsables ou des présumés responsables du génocide? Est-ce que avoir commencé par le fait que les circonstances puissent avoir, l'histoire puisse avoir choisi Pascal Simbikangwa comme premier procès, ça a défini la suite des événements? Est-ce que ça a eu un impact, ça a eu son pesant sur la suite des événements? Je dirais que oui, mais uniquement par rapport à nous. Par rapport à nous, en fait, qui voulions que les procès puissent commencer. Mais je ne crois pas, malheureusement, je ne crois pas que la communauté française, les Français comprenaient qui était cette personne-là. Ils l'ont compris au fur et à mesure. Au fur et à mesure du procès, ils ont compris quel était son rôle, que c'était une personne importante. Mais je ne crois pas que, malheureusement, nous, au cours du procès, on se demandait, en fait, est-ce que ces gens-là savent que son nom, si vous allez à Kigali, que vous prononcez le nom Pascal Simbikangwa, tout le monde dans la rue, vous interrogez 5 personnes dans la rue pour leur demander qui était Pascal Simbikangwa. Sur 5 personnes, il y en a une qui va vous dire qu'il connaît cette personne-là. Mais malheureusement, je n'avais pas l'impression que la communauté française, elle, à cette époque, se rendait compte de l'importance de ce procès. Mais ça a été un déclic, comme vous dites, pour nous, parce qu'on s'est dit, même si Simbikangwa est jugé, les autres aussi pourraient être jugés. Donc ça a été un déclic pour nous, mais pour la communauté française, pour les personnes qui sont en France, enfin en tout cas pour les Français, je ne pense pas qu'eux ont réalisé l'importance. C'était un dossier, c'était le premier procès du génocide commis contre les Tutsis en France. C'était l'application donc du principe
le principe qui permet à la justice française de juger des personnes qui ont commis des infractions à l'extérieur, la compétence universelle. Donc c'était important pour la France et pour la justice française. Mais la personnalité de Pascal Simbikangwa, eux, je ne pense pas qu'ils avaient réalisé à quel point c'était important pour nous autres Rwandais. C'est vrai, vous dites que c'est par compétence universelle que les dossiers ou les procès qui ont été amorcés dans la justice française, c'est par ce principe-là, et c'est seulement plus tard avec la création du pôle spécialisé que les choses se sont bien mises en place. Mais maintenant, entre 1994 et le tout premier procès, Pascal Simbikangwa, 14 ans plus tard, après le génocide, mais en même temps, sous d'autres cieux, en commençant par le Rwanda, le Gacaca a vu le jour et il a fait son chemin et ses résultats. Mais également, en même temps, tout à l'heure, j'ai rappelé que le TPIR, le Tribunal international pour le Rwanda, également en novembre, avait vu le jour. Est-ce que tout cela, doit-on dire que, comparativement à la justice française, tout cela et les résultats que cela a pu apporter par rapport à la vérité historique, par rapport aux évidences historiques, cela a mis sous pression, entre guillemets, la justice en France à pouvoir s'activer? Complètement, complètement. Parce que dans les procès, d'abord, vous avez parlé des Gacaca. Dans les Gacaca, vous savez, les Gacaca, ils ont abattu un travail immense. C'est des juridictions qui y ont clôturé en 2012, comme vous le savez, après avoir rendu pas moins de 1 200 000 jugements. Vous vous rendez compte le travail qui a été fait par ces juridictions. Si on compare, par exemple, avec l'OTP, puisque vous avez sans vous couper la parole, pour notre audience et pour une meilleure compréhension, les Gacaca, c'est un modèle de justice traditionnelle rwandais et historiquement prouvé. Cela a pu faire ses preuves dans l'histoire ancienne du Rwanda et c'est ce modèle de justice populaire, ou sinon, pour ceux-là qui savent l'arbre à palabre un peu, pour comprendre avec les gens du village, les gens qui ont été autour, qui savent les choses, qui se connaissent entre eux, ont pu témoigner, les bourreaux, les victimes, tout, pour justement avoir une telle justice par le peuple. Et ça a été un résultat, ça a apporté des résultats probants au Rwanda. C'était juste pour faire comprendre ce que c'est les Gacaca, un peu de mots, Maître Richard. Oui, donc je disais que les Gacaca ont jugé beaucoup de personnes, mais la plupart, c'est des gens dont l'implication était restée au bas niveau, parce que les autres ont pu fuir, à l'étranger. Et donc, dans les Gacaca, on se rendait compte, par exemple, que les gros poissons n'étaient plus là. Et ils avaient les moyens de pouvoir se faire la belle. Partir, oui, voilà. Et on se rendait compte que certains sont en France, par exemple. Et puis après, il y a eu le TPIR, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc je disais que le TPIR, lui, si on compare au Gacaca, le TPIR a fonctionné pendant 25 ans. Mais il a rendu, en fait, avec des gros moyens, avec des gros moyens. Plus de 2 milliards de budget. Plus de 2 milliards de budget. Mais avec ça, ils n'ont pu rendre en 25 ans que 61 condamnations. Si ma mémoire est bonne, 61 condamnations, 82 dossiers jugés et 93 dossiers de mise en accusation, je crois. Et une soixantaine de condamnations. Soixantaine de condamnations, avec 2 milliards de budget. Vous vous rendez compte? Mais alors qu'on vient de dire que les Gacaca ont rendu quand même pas moins de 1 200 000 jugements. Voilà. Et donc, du coup, on se rendait compte que dans ces procès, on parle de personnes qui ne sont pas là. Et ce sont des têtes de grands poissons, mais qui sont ailleurs, notamment en France. Et donc, ça a commencé à donner une pression à la France, puisque on se disait ce n'est pas possible. La situation était devenue intenable. On ne peut pas parler donc de jugement des petits poissons
alors que les gros poissons se retrouvent dans des pays comme la France, alors que les gens aussi commencent à poser la question de l'implication et du rôle des autorités françaises, et sans qu'il y ait de jugement. Donc c'est une sorte de pression qui a été mise effectivement aux autorités françaises, à la justice française. C'est-à-dire mettre au cours de ces procès, que ce soit à Arusha, où était le siège du TPIR, que ce soit dans les procès Gachacha, le même nom, la juridiction nationale. et les juridictions nationales, bien entendu, le nom France revenait, certains noms des responsables français revenaient dans plusieurs dossiers, et vous dites que cela a pu avoir un impact, une sorte de pression sur la justice en France. Complètement. Ou ça a réveillé aussi la curiosité de l'opinion publique en France? Oui, l'opinion publique, l'opinion publique française n'était pas peut-être forcément au courant de justice rendue par les Gachacha ou par le TPIR. Non, je parle particulièrement du TPIR. Oui, mais surtout ça donnait les moyens aux militants, à personnes qui militaient pour que la justice aussi puisse avoir lieu en France. Ça leur donnait des moyens de pouvoir dire voilà ce qui se passe ailleurs. On parle de personnes qui sont réfugiées en France, on parle de responsabilité des autorités françaises ou des autorités françaises. Ce qu'en disent les procès. Les autres procès qui sont rendus dans d'autres pays, que ce soit à Arusha, que ce soit au Rwanda, qui sont dans d'autres pays. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cachez quelque chose? Donc la situation est devenue de plus en plus intenable. Ça aussi, effectivement, ça a été à mon sens, des raisons qui ont fait que la justice française et les autorités françaises se sont dit, écoutez, on ne peut pas en rester là, il faut aussi qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça que les obstacles ou alors les freins qui avaient été mis par certaines personnes, et à l'époque, ce n'est pas toute la France, on ne va pas accuser toute la France, mais certaines personnes, effectivement, mettaient des embûches à gauche, à droite, et ils ont sauté petit à petit puisque la situation était devenue intenable, oui, effectivement. Vous dites des embûches, c'est vrai, des embûches autant que le chemin pour arriver au tout premier procès. Ça a été quand même un chemin, on doit dire, escarpé, semé d'embûches, comme vous le dites. Mais doit-on dire que la machine s'est attardée à se mettre en place, mais tout de même, mettre entre le premier procès, Pascal Simbika Ngwa, et les tout derniers procès en date, ça a pu produire, si ce n'est pas les résultats que vous espérez, mais par rapport à l'histoire au moins, doit-on dire que ça a pu ouvrir une sorte de boîte à Pandore pour ces autorités-là impliquées de près ou de loin par rapport à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis? Oui, effectivement. Mais je vous donne une petite anecdote puisque vous avez utilisé le terme boîte de Pandore. Parce que ça, c'est un terme exactement que j'ai entendu de la bouche du représentant de l'État lorsqu'on faisait la procédure pour demander à ce que la France puisse punir aussi le négationnisme, la négation du génocide commis contre les Tutsis. Un représentant du Premier ministre, puisque quand on faisait la procédure, c'était contre le Premier ministre au dernier point, en tout cas au dernier niveau, il a effectivement utilisé ce terme. Il a dit, si vous mettez dans la législation française des articles qui punissent la négation du génocide commis contre les Tutsis, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. C'est ce qu'il a dit exactement. Mais bon, ça n'a pas été... cet argument, effectivement, n'a pas convaincu le juge. Mais effectivement, la boîte de Pandore a été ouverte. C'est voilà. La peur aussi que ces anciens responsables craignaient que cette boîte puisse s'ouvrir, mais finalement, elle s'est ouverte. C'est vrai, on doit dire que les circonstances n'étaient pas les mêmes, le cadre n'était pas le même. Par rapport au procès Pascal Simbika Ngwa. C'est vrai, par la suite, on a eu des gens comme Octavien Dienzi, Tito Barahira et tout ce beau monde. Est-ce que, maître, ce sont des noms qui vraiment pèsent en tant que gros poisson dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis? Et même les survivants aujourd'hui qui les voient, et même les anciens bourreaux qui voyaient ces gens en tant que leur maître ou en tant que leur mentor, doit-on dire que leurs procès ont été déterminants autant
sur le plan de la justice, mais aussi sur l'histoire du génocide des Tutsis? Oui. Alors, je ne vais pas dire que tous sont de gros poissons, mais en fait, ça reflète le génocide commis contre les Tutsis, puisque je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, mais il se trouve que quand quand on regarde, en tout cas, les personnes qui ont été jugées en France, qui ont été jugées, condamnées, certains ont fait appel, mais en tout cas les personnes qui étaient condamnées au moins une fois en France, quand on regarde les profils, en fait ça reflète l'histoire du génocide complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait on a tout, on a du tout. On a effectivement des personnes comme des hautes autorités. Je prends l'exemple du préfet Laurent Bouti-Barouta. Je prends l'exemple, donc ça c'est une autorité. On prend des personnes qui étaient très connues, qui avaient une main sur toute la ville de Kigali, comme Pascal Simbikangwa. C'est des personnes qui sont, du moins pour des personnes qui étaient au Rwanda à cette époque, son nom ne laissait personne indifférent. Voilà. Et puis, il y a aussi des petites mains aussi qui étaient jugées. Ce n'est pas de gros poissons, mais ce sont de petites mains. Mais on sait très bien que pour ceux qui ont commis le génocide, les personnes qui sont coupables de génocide, il y en a de toutes les catégories. Il y a de gros poissons, il y a des personnes au milieu, il y a des personnes qui sont influents. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas pris la machette elles-mêmes, mais dont les paroles, dont les citations ont conduit au meurtre. Et voilà, donc il y a du tout. Et donc, je parlais tout à l'heure des responsables politiques, comme Laurent Bouti-Barouta. Je parlais de petites mains, si, je ne sais pas si le mot est approprié quand on parle de génocide, mais c'est quand même des petites mains, comme Claude Moaïmana, qui était chauffeur. Lui, c'est un chauffeur qui transportait les génocidaires lorsqu'ils allaient tuer, excuse-moi, lorsqu'ils allaient tuer les personnes à Bicécero. Vous savez que en fait, à Bicécero, puisqu'il y avait une résistance énorme qu'il faut toujours saluer et dépasser Céro, il a fallu, les autorités locales de ce lieu-là ont dû aller demander une main forte ailleurs. Et donc, il y a des tueurs avec qui venaient de l'arrivée partout. des gens comme Kaïchema. Voilà, exactement. Et donc, ce Claude Moaïmana, lui, était simple, si on peut dire, comme un simple chauffeur. Et donc, voilà, et on a toutes les catégories. De ces personnes-là, donc je vais donner des exemples, mais on peut parler aussi des idéologues. Des idéologues, là, on passe à Eugène Rwamucyo, par exemple. Le docteur Eugène Rwamucyo, c'était un idéologue. C'est quelqu'un, le procès a pu établir que c'est une personne qui a toujours été imprégnée de l'idéologie génocidaire. C'est une personne qui était une intellectuelle, qui a été formée en URSS, qui est venue au Rwanda, qui a investi dans la radio RTLM. Il y a des personnes aussi qui disent qu'il était derrière Kangoura, parce que Kangoura, la personne qui publiait Kangoura, Hassan Guézé, en tout cas les témoins disent qu'il n'était pas intelligent, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait écrire ce qui a été écrit. Donc il y avait derrière d'autres personnes qui tenaient la plume. Et donc certains témoins sont venus nous dire que Eugène Rwamucyo faisait partie de ces gens-là. Donc vous voyez qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde, en passant par aussi le docteur Sostène Munyemana, qui lui aussi était médecin, qui était un politicien, un grand politicien, et qui peut-être briguait à une place de ministre aussi, qui était un ami très proche de Kambanda. Et après, l'ancien Premier ministre Jean Kambanda, pendant le génocide. Et en passant aussi par le dernier en date, que vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe Manier Bigouma, qui lui était un tueur de renom, une brute épaisse, donc voilà, qui a tiré sur les réfugiés Tutsis avec de l'artillerie, avec des obus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a utilisé mortier quand même, un mortier de 60, pour tirer sur des civils. Vous voyez, donc on a tout. Et en passant aussi par les personnes, les autorités locales, et comme Tito Barahira et Octavien Genzi, qui étaient des bourgmestres de Kabarondo. Et voilà, donc on n'a pas eu que de gros poissons, mais on a eu en fait une image complète des personnes qui ont été impliquées dans le génocide. Et voilà, je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait que, en tout cas, le profil des personnes qui étaient jugées en France reflète complètement la physionomie et des personnes qui
commis le génocide. Et donc on peut voir, en fait, il y a toutes les catégories qui sont représentées. Il n'y a pas que de gros poissons. Il n'y a pas que de gros poissons. Mais maintenant, en même temps, on s'est dit, est-ce qu'il suffisait, c'est vrai que la liste est longue, vous venez de citer, est-ce qu'il suffisait de participer à un procès ou à quelques séances du procès pour quelqu'un qui est étranger à l'histoire du Rwanda en France et de comprendre la tragédie du Rwanda? Je ne dirais pas que ça suffit de participer, mais ça donne une grande quand même compréhension. Vous avez une information importante en participant à un procès, mais un seul procès ne peut pas vous suffire. Non, non, est-ce que ces procès, au-delà, maître, au-delà du fait que ça soit une action en justice, est-ce que c'est aussi des procès qui servaient d'outils pédagogiques par rapport à quelqu'un qui, aussi des Rwandais, de comprendre l'histoire qui est la leur, ou d'autres personnes de comprendre au-delà de la justice, du terrain de la justice, mais est-ce que les procès auxquels vous avez participé, ça a servi également à cette leçon-là de mémoire? Complètement. Complètement. C'est fou. Parfois, je regrette que ces procès ne soient pas accessibles au public rwandais, par exemple. Et ce sont des procès qui sont publics. Hein. Pourquoi ce regret, maître? Parce que je le regrette justement parce qu'il y a tellement d'informations qu'on apprend. On apprend toujours des choses. On apprend, parfois on se dit qu'on sait tout sur le génocide. Vous dites même vous-même? Même moi-même, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends énormément de choses. Des choses qu'on ne savait pas, qu'on réalise. Et bon, il y a déjà ça nous permet déjà d'asseoir des théories qu'on avait. Et voilà, on sait par exemple, on apprend, on voit comment le génocide a été organisé, ça on le savait déjà, mais on voit, puisque des procès que nous avons touchent sur les 4 coins du Rwanda, donc on se rend compte que voilà, que parfois il y a des choses que des gens ont vécues et on se dit, on croit être le seul à avoir vécu ça, mais on voit que ça a été partout pareil, vous voyez. Donc on apprend énormément de choses dans les procès. C'est vraiment un outil pédagogique important, pour les Rwandais, effectivement, qui ont aussi besoin d'apprendre sur leur histoire, qui ont besoin d'apprendre, par exemple, dans les procès, on voit que les résistances, par exemple, parce que vous savez, dans les procès, presque dans tous les procès que nous avons eus, on a vu que les gens, partout, il n'y a pas qu'à Bisesero, où les gens ont essayé de s'organiser pour résister. Ça, par exemple, on voit dans les procès qu'il y a eu des résistances à gauche et à droite, des gens qui essaient de résister, et il a fallu que les autorités aillent chercher des renforts ailleurs pour briser cette résistance. Donc les procès, c'est vraiment un outil pédagogique important, non seulement pour les Rwandais pour apprendre de leur histoire, mais aussi pour la communauté internationale. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que on voit parfois, de plus en plus souvent d'ailleurs, dans les procès, des lycéens qui viennent, pendant les cours d'histoire, assister au procès pour apprendre sur le génocide commis contre les Tutsis. Et donc ça permet aussi effectivement d'enseigner, ça permet de diffuser l'information, de renseigner la population française, la communauté française, pour qu'elle apprenne un peu plus sur l'histoire du génocide et qui est aussi leur histoire, puisque certaines autorités de leur pays ont été impliquées. Donc, pour répondre en quelques mots à votre question, oui, les procès du génocide est un outil important, un outil pédagogique très important pour tout le monde, pour apprendre sur l'histoire du génocide. Voilà, vous parlez tout à l'heure de Bisesero, plutôt de la résistance. Vous avez aussi évoqué Bisesero, où on rappelle en tout cas les 3 derniers jours du mois de juin ont été les plus fatals à Bisesero, notamment après l'arrivée d'une poignée de militaires français qui étaient venus, comme le témoignent des gens comme Patrick de Saint-Ex, qui ont écrit là-dessus. Bisesero, ça symbolise la résistance, mais ça symbolise également l'histoire
de la France et le rôle de la France dans ce qui s'est passé au Rwanda. Ça nous ramène forcément à l'opération turquoise, parce que cette partie du pays était concernée par cette opération. J'aimerais bien vous inviter, Maître Richard Gisagara ainsi que notre audience, de jeter un coup d'œil sur un extrait d'une interview qui a été faite par un des responsables français de l'époque, notamment le général Didier Touzan, qui évoque certaines parties, en tout cas, qui se livre, qui s'est ouvert pour parler de l'histoire du Rwanda, que ce soit avant le génocide et aussi pendant le génocide, parce que lui a été là avant pour la coopération militaire entre la France et le Rwanda. Il est également revenu à l'époque de l'opération turquoise. J'aimerais bien qu'on puisse suivre cet extrait. Maître, j'ai 2 ou 3 questions là-dessus. On revient tout à l'heure. À votre disposition. Tandis que les Tutsis, eux, c'était... D'abord, ce sont des gens qui... Il y a des hommes qui font 2,20 m. Pas tous, pas beaucoup, mais enfin, il est quand même normal de voir un homme qui mesure 2 mètres. Hein. Puis ils sont minces, bon, les femmes ont une très très belle allure, les hommes aussi d'ailleurs, ils ont tous une très belle allure, et ils ont une culture très très militaire, hein, si je peux dire. Hein. Ils ont une organisation très très pyramidale. Il voit loin non seulement par la taille, mais parce que par la culture, et surtout ce qui distinguait des Hutus, des Bantous, c'est qu'ils avaient une religion monothéiste. Sans doute faudrait demander ça à Bernard Lugan ou à Charles Onana. Sans doute héritier de la reine de Saba. Voilà. Le Imahana, lieu unique. Et alors que les autres étaient des panthéistes. Hein. Bien. Et donc, ils sont arrivés avec ça, sachant que aussi ils sont organisés d'une manière vraiment très militaire. Hein. Alors que la société Hutu, c'est familial. C'est familial. Ouais. Là, c'était... hiérarchique, hein, avec au sommet, je ne me souviens plus le nom de cette caste, bon, peu importe, des gens, la caste royale, et ses affidés, qui ont toujours prétendu être non seulement descendus du ciel, mais nourris chaque jour par des anges leur apportant leur nourriture du ciel. Et j'ai rencontré des Hutus qui le croyaient. Parce que j'ai fait 2 ans au Burundi aussi auparavant. Hein. Donc j'ai rencontré des Hutus qui le croyaient. Que j'ai rencontré des Tutsis qui ne mangeaient ou ne buvaient jamais en public. Le général Didier Touzan, Maître Richard Gisagara, tout à l'heure je parlais de la connaissance, la France qui avait la connaissance du Rwanda, sur le plan politique, sur le plan historique et même sur le plan sociologique. On a l'impression d'entendre plus un professeur d'histoire dans cet extrait qu'un général d'armée. Maître Richard Gisagara, vous avez parlé du chemin parsemé d'embûches. Lorsqu'un général d'armée, des forces terrestres, comme Didier Touzan, dit des choses comme ça, sachant que lorsqu'on va loin par rapport à ses propos, c'est de là même que vient l'idéologie génocidaire et forcément ce qui a mené à la période de 94. On comprend, on peut se dire que le mal est vraiment profond ou était profond si un général de l'armée française dit des choses pareilles plus de 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, et il semble très à l'aise. Ben oui, le mal est très, très profond, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas n'importe qui, le général Touzan, parce que c'est un général quand même de brigade, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la haute hiérarchie militaire française. Il est aujourd'hui à la retraite, mais c'est quelqu'un qui a servi au Rwanda plusieurs fois. Et c'est lui qui est allé combattre
sur le front à l'OFPR. En 93. En 93. Et plusieurs fois d'ailleurs, ce n'était pas une seule fois. Vous voyez, c'est des gens qui ont des convictions, qui ont des propos, qui ont une image du Rwanda telle qu'il était véhiculé par les colons. Et c'est ces personnes-là à qui on demandait de venir servir au Rwanda. Et donc, comment s'étonner? Comment s'étonner que ça a fini comme ça a fini? Vous voyez, même ceux qui sont venus les aider, même ceux qui sont venus aider, enfin, en tout cas, prêter main forte au régime Habyarimana, avaient cette conviction-là. Et donc, c'est pour ça que, voilà, en définitive, on se dit, il ne faut pas s'étonner du résultat qu'il y a eu après. Et voilà, c'est quand même assez regrettable. Je ne sais pas si c'est regrettable. Je pense que c'est triste, c'est affligeant, si je veux dire, c'est affligeant de voir une personne comme ça, même aujourd'hui, parce que cette vidéo que vous venez de diffuser, elle est récente. Ouais. Donc même aujourd'hui, il a toujours ces convictions-là, à ces personnes-là. Et donc le mal était vraiment très profond, comme vous avez dit. Oui. Là, ça nous ramène le choix même de cet extrait, parce que c'est très intéressant. Quelque part, il fait référence à Charles Onana. Et il parle de Charles Onana, Charles Onana qui vient d'être condamné par la justice française. C'est un délit de presse, mais il vient d'être condamné pour négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Lorsque on voit bien, c'est Charles Onana à le suivre avec des mentors comme Pierre Péan, des gens qui ne sont pas très loin ou qui étaient plutôt proches par la vision de ce Rwanda-là de l'époque, pas très loin de la vision du général Tozan qu'on vient de suivre. Doit-on dire qu'il n'y a pas de hasard? C'est que on doit dire qu'il y a quelque chose qui a été tissé avant, pendant et même plus tard après le génocide des Tutsis, si on voit les gens comme Onana, qui n'est pas rwandais, mais qui véhicule de tels messages jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Vous savez, on dit en français que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Voilà. Les oiseaux du même plumage. Exactement, les oiseaux du même plumage. Donc, vont ensemble. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ferment effectivement un cercle. Un cercle, vous voyez, c'est pour ça que les uns citent les autres. Ils s'auto-alimentent en conviction, en argument. Et ils forment un cercle aujourd'hui qui est à contre-courant aujourd'hui de ce qui se passe. Et ce sont des gens qui ont longtemps été négationnistes, donc qui ont toujours soutenu que le génocide commis contre Tutsis n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de le dire. Et d'ailleurs, vous avez fait le lien entre les deux. Le général Tozan en parle. Et je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais le général Tozan est venu dans le procès de Charles Onana comme témoin à décharge. Mais justement, j'aimerais bien. C'était l'occasion aussi de dire le procès de Charles Onana, c'est pas pour rien que le général Tozan, il le cite, c'est-à-dire quelque part, il l'apprécie, il l'admire. Et plus tard, certains observateurs disent, écoutez, Charles Onana n'est que... il représente l'affaire de lance de ce cercle restreint de ces anciens généraux et hommes influents. C'est le porte-plume. C'est le porte-plume ou le porte-flambeau de ces gens-là. Je pense qu'ils ont voulu mettre en avant un Africain, je pense, peut-être pour rester derrière. Mais pour moi, je suis convaincu que c'est juste quelqu'un qui a ses convictions, mais qui a derrière, il y en a qui tire les ficelles. Donc je pense que lui, c'est juste un porte-plume, un porte-flambeau de ces gens-là. Et d'ailleurs, je suis pas, enfin, je pense pas que, on le sait, vous savez, Charles Onana, il a écrit, puisqu'on en parle, il a écrit plus de 8 livres. Tous ces livres tournent, la plupart tournent autour du Rwanda avec les mêmes thèses qu'il développe de façon différente. Au départ, c'est quelqu'un qui venait souvent, qui était conférencier dans les conférences organisées par ces gens-là. En fait, il y a en France un cercle, des militaires proches de Turquoise ont formé une association, je crois qui s'appelle Turquoise. Ils organisaient des conférences à gauche, à droite, continuent à en organiser aujourd'hui. Et donc, parmi les conférenciers... Des conférences pour se dédouaner exactement. En fait, pour dire leur vérité. Leur part de vérité, comme on dit. Voilà. C'est leur vérité de ce qui se passe. Oui, leur part de vérité par rapport à ce que l'histoire a prouvé. Voilà. En fait, je pense qu'à un moment, ils ont quand même senti les taux se resserrer. Ils se sont dit, on a été impliqué dans quelque chose qui n'est pas très bon.
Donc ça finira... C'est le poids de l'histoire. Exactement, exactement, et les responsabilités, sans te venir. Il y en a qui nous disent, effectivement, dans le procès de Charles Nana, il y en a qui disent qu'ils ont été interrogés par les petits-enfants, qui leur demandent, papa, qu'est-ce que vous avez fait au Rwanda? Expliquez-nous ce que vous avez fait au Rwanda. Et donc, ça, c'est une façon, ces conférences, ces livres qu'ils écrivent, c'est d'essayer de se dédouaner. C'est d'essayer de se dédouaner et pour effectivement donner leur part de vérité, pour donner leur version. Je pense que selon moi, c'est plus exact, c'est leur version de l'histoire. Leur version de l'histoire. Mais voilà, qui va à l'encontre de ce qu'ils appellent la vérité officielle. Donc pour eux, le génocide commis contre les Tutsis, qui est aujourd'hui indéniable, qui est une vérité historique, qui est une vérité juridique, pour eux, c'est l'histoire officielle. Et donc ces gens-là, ils sont tous ensemble, ils se soutiennent par la barbichette. D'ailleurs, les uns ne peuvent pas peut-être oser dénoncer les autres, puisqu'ils se disent, bah, si celui-là tombe, je vais moi aussi tomber. Donc c'est des gens qui sont ensemble, qui s'auto-alimentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, en argument. Et lui, il cite Onana. Quand Onana aussi va parler, lui, il va citer le général Keno. Voilà, il va citer le général Keno, il va citer le général Foucade, qui lui aussi viendra citer Charles Onana. Et voyez, mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça ne tient plus. Ça ne tient plus à l'air, comment dire, l'air manœuvre. Je pense que les manœuvres ne marchent plus. Et Charles Nana a été condamné, comme vous l'avez dit, il a été reconnu coupable de négation du génocide commis contre les Tutsis. Il a fait appel et il y aura un appel plus tard, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un grand pas. Donc, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Et à mon sens, il ne croyait pas que la justice française était suffisamment mûre pour le condamner, malgré les soutiens dont il a pu bénéficier, comme ceux que nous venons de voir. Voilà, tout à l'heure, on parle de Charles Onana, on a parlé des procès des Rwandais, du Rwanda et leur rôle. Mais Charles Onana, c'est quand même un franco-camerounais, italien même, j'entends dire. Qu'est-ce que le procès Onana a apporté de plus ou également a laissé par rapport justement à la compréhension du génocide perpétré contre les Tutsis maîtres? Est-ce que c'est un procès qui est venu en rajouter ou qui est venu éclairer, sinon s'aimer la confusion dans les têtes des gens? Non, surtout pas s'aimer la confusion. En fait, il est venu confirmer que, mais personne n'avait de doute, en fait, que le génocide commis contre les Tutsis, et en fait, ce qui se passe dans le génocide commis contre les Tutsis, c'est exactement ce qui se passe dans les autres génocides. Vous savez, tous les génocides ont aussi leurs négationnistes. Vous savez, la négation est le dernier acte du génocide. Parce que c'est la personne qui prépare un génocide, il le prépare aussi. Dès le départ, il prépare aussi la négation de ce génocide. Pour vous, Onana ne vous a jamais surpris connaissant les étapes du génocide. Quelque part, vous dites il y aura un Onana ou quelqu'un d'autre, mais pour jouer le même rôle. Exactement. Comme pour la Shoah, il y a ce qu'on appelle les forissons en France. Donc, chaque génocide a ses négationnistes. Et donc, le procès-là, sa condamnation est venu confirmer que c'est le mécanisme le même pour tous les génocides. Donc, on n'a pas été surpris. On sait que les négationnistes sont là, ils seront toujours là, on va les combattre, il ne faut pas se décourager, mais ça viendra toujours, même nos enfants, c'est un combat qui restera toujours là. Vous savez, pour la Shoah, aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 ans après, mais il y a aussi des négationnistes de ces génocides. Qui existent encore. Voilà. Le génocide commis contre les Tutsis, il a eu lieu il y a 30 ans, et ça ne nous étonne pas, malheureusement, qu'il y ait des négationnistes aujourd'hui, mais il faut les combattre, puisque si on ne les combat pas, bah, écoutez, ils auront gagné, puisque c'est l'acte qu'ils ont préparé. Vous savez... Là-dessus, j'aimerais savoir, peut-être pour en finir avec le procès Onana, qu'est-ce que la condamnation de Charles Onana, qu'est-ce que ça vous laisse, vous qui êtes sur le terrain de la justice, vous qui combattez l'idéologie génocidaire, vous qui combattez, voilà, vous êtes à la recherche de la justice, qu'est-ce que ça vous laisse aujourd'hui dans votre combat, maître? Alors, c'est vraiment un pas très, très important. Il a fait appel, effectivement, on l'a dit, il faudra attendre l'appel, mais déjà, la condamnation... Mais à ce jour, la condamnation, elle est effective. C'est quelque chose... Bon, le génocide est indéniable chez toutes les personnes qui pensent bien, vous voyez. Mais malheureusement,
l'idéologie du génocide, lui, court toujours. Et il est alimenté par des gens comme Charles Onana. Alors, cette condamnation vient mettre fin à cette idéologie, vient mettre fin dans les sphères publiques. Puisque une personne qui est condamnée, ce n'est pas automatique, il faut que voilà, nous agissions en sorte, mais une personne qui est condamnée pour génocide, l'important, l'apport, c'est que l'apport de cette condamnation, c'est que cette personne ne pourra plus avoir accès au public, il ne pourra plus avoir accès aux médias, il ne va pas pouvoir intoxiquer la population comme il le faisait avant. Donc c'est ça l'importance d'une condamnation comme celle-là. Ce n'est pas tant la peine qu'il va prendre, parce que la peine est symbolique, mais c'est le fait qu'il a ce cachet de négationniste qui est imprimé sur son front et qui va faire en sorte qu'il n'aura plus accès aux médias, qui n'aura plus accès au public et qui ne va pas pouvoir continuer à intoxiquer surtout les plus jeunes, puisqu'il y a une condamnation qui a été prononcée et qui va normalement devrait lui barrer la route, lui interdit d'avoir des plateformes pour répandre son venin. C'est ça le plus important pour ce procès. Voilà, ça, on le comprend très bien, maître. Aussi peut-être tout en allant vers la fin de notre émission, mettre toute procédure judiciaire après condamnation, c'est d'usage. Il y a la partie qui intervient, dommages et intérêts. Est-ce que pour les procès, pour les condamnations en France, pour les condamnations par la justice française dans les procès en rapport avec le génocide des Tutsis, qu'en est-il des dommages et intérêts? Est-ce que c'est quelque chose auquel on accorde de l'importance? Est-ce que s'il y a eu dommages et intérêts, est-ce que êtes-vous satisfait? Qu'en est-il de ce point? Oui, vous savez, il faut toujours partir du principe que rien ne peut remplacer la personne humaine, la personne qu'on a perdue. Donc les dommages et intérêts, les réparations pour génocide restent toujours symboliques. Donc ce n'est pas 1 million, 2 millions ou 10 millions qui va remplacer les personnes qui va en tout cas apaiser les cœurs des personnes qui ont perdu le leur. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, la justice française, contrairement à ce qui s'est passé à Arusha, par exemple, vous savez que le tribunal pénal international d'Arusha ne donnait pas de place, il n'y avait pas de statut pour les victimes. Mais en France, dans les juridictions françaises, effectivement, les parties civiles peuvent demander dommages et intérêts. Et ça s'est passé, effectivement, les parties civiles ont présenté des demandes de dommages et intérêts. C'est très long, c'est un regret que nous pouvons avoir, c'est très long puisqu'il faut attendre que le procès soit définitif. Là, actuellement, le seul procès qui est définitif, c'est le procès de Kabarondo, donc qui est impliqué Tito Barahira et Octavien Ngenzi. Et dans ce procès-là, ceux qui ont demandé les dommages d'intérêt les ont obtenus. Ils ont reçu leur dédommagement symbolique, c'est symbolique. Je crois qu'ils ont reçu aux alentours de 3 000 euros, en tout cas, aux alentours de 4 millions en francs rwandais, je crois. Dommages et intérêts. 4 500 de dommages et intérêts. Ceux qui les ont demandés, les ont obtenus. Et ils ont obtenu, vous savez, le procès s'est terminé en 2016. L'audience des intérêts civils a lieu en 2018, mais ils n'ont obtenu leur dédommagement que cette année. Non, que l'année dernière, en 2014. Donc c'est très long. 2024. L'année dernière, en 2024. Voilà, en 2024. Donc c'est très long, mais ça a quand même fini par aboutir. C'est symbolique, mais c'est quand même quelque chose, à mon sens, qui démontre que les parties civiles n'ont pas été oubliées. Les victimes, c'est un procès aussi pour les victimes. C'est ça aussi dont il faut se réjouir. Et pour moi, c'est ce qui montre que le processus judiciaire est complet. Il y a la condamnation, mais il y a aussi la pensée pour les victimes qui ont reçu leur dédommagement. Donc c'est aussi une chose dont il faut se réjouir, tout en regrettant que ce soit long. Alors, maître, nous sommes en 2025, forcément, votre travail continue. Peut-être en deux minutes, quelles sont les perspectives d'avenir cette année 2025? À quoi doit-on s'attendre ou aux prochaines années par rapport au procès en rapport avec la justice, par rapport avec le procès du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment en France? Moi, je débute l'année avec un sentiment optimiste, mais bon, il ne faut pas baisser les bras, vous savez, tout vient de loin. Nous sommes venus de loin, il a fallu lutter, plusieurs personnes ont apporté les efforts pour qu'on arrive là où nous sommes. Et je suis convaincu que pour l'année prochaine,
Et en tout cas, pour cette année et pour les années à venir, on va continuer sur la même lancée. Il y a déjà des procès qui sont déjà prévus. Il y a le procès en appel du docteur Sostena Munyemana. Il y a le procès en appel de Claude Maïmana dont on a parlé, mais il y a aussi d'autres procès qui n'ont pas encore été programmés, mais dont les enquêtes sont suffisamment avancées et qui pourraient être peut-être programmés bientôt. Il y a peut-être, on parle des procès de Itayezu, de procès de Kayondo, de procès de Majaliwa, Safari. Donc, c'est des procès, en tout cas des dossiers qui sont suffisamment avancés et nous pouvons espérer qu'ils vont peut-être pouvoir être fixés rapidement. Donc, le sentiment, pour moi, c'est un sentiment optimiste, mais évidemment, il ne faut pas baisser les bras, donc il faut continuer l'effort et pour qu'on ne retourne pas en arrière. Nous sommes arrivés à un niveau satisfaisant, mais il faut continuer à s'impliquer. Il ne faut pas baisser les bras pour qu'on ne recule pas. Donc voilà. Voilà. Maître Richard Disagara, avocat de la communauté rwandaise de France, qui revenait sur le parcours, notamment des procès en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis en France. Il nous a donné une idée et surtout il nous a montré les perspectives d'avenir par rapport à ces procès. Merci beaucoup, Maître, pour votre temps et surtout pour toutes ces explications. Et vous nous avez éclairé sur plusieurs points. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Maître. Merci pour votre invitation. J'étais content d'être dans vos locaux aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année. Merci. Merci beaucoup, Maître Richard Disagara. Grand merci à Emmanuel et toutes les équipes au niveau de la régie. Bonne suite de programme sur la télévision rwandaise.